OpenBee est un éditeur de logiciels de gestion documentaire. Mais derrière chaque solution numérique, il y a des équipes, des décideurs, des utilisateurs, bref, des humains. Et si la technologie est essentielle, la réussite d'une transformation digitale repose tout autant sur l'organisation, la motivation, la gestion du stress ou encore la résistance au changement. C'est pourquoi nous lançons cette mini-série en 4 épisodes pour remettre l'humain au centre de la transformation digitale. Pour cela, nous avons réuni 2 voix complémentaires. Sylvaine, coach en performance humaine et organisationnelle, elle connaît parfaitement les rouages de l'entreprise et ceux du cerveau. Ancienne directrice financière et DRH formée aux neurosciences et à la préparation mentale, elle aide les dirigeants et leurs équipes à mener leur transition sans s'épuiser grâce aux leviers motivationnels et relationnels. Et François, responsable formation et membre élu du CSE chez OpenBee. Au cœur de l'équipe expérience client, il accompagne les collaborateurs dans la montée en compétences et le développement professionnel au quotidien. En tant que représentant du personnel, il est aussi une oreille attentive aux enjeux du bien-être au travail. Dans cette série, il apportera un regard concret, pragmatique et posera les questions que beaucoup d'entre nous se posent en entreprise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 2e épisode de notre série dédiée au bien-être au travail. Nous sommes toujours avec Sylvaine aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important et on ne peut plus actuel depuis quelques temps déjà, le management à l'ère du télétravail. Alors évidemment, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec la pandémie, tout ça, les habitudes ont beaucoup changé. Les modes de communication, les modes de collaboration aussi ont beaucoup changé. Et ça, forcément, ça oblige une nouvelle manière de manager peut-être et une nouvelle manière de voir les choses. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment garder le lien, comment motiver les équipes à distance, éviter les dérives, l'isolement, la perte de repères. Donc, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. J'ai tout de suite une première question pour vraiment introduire les choses, Sylvaine. Selon toi, c'est quoi manager? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. C'est quoi manager? Alors c'est vrai que manager, je crois qu'on a un peu chacun sa définition. Alors je vais vous donner la mienne. Elle m'appartient et c'est celle que je porte en fait au quotidien, dans mon quotidien auprès des entreprises. Manager, c'est permettre aux équipes de trouver du plaisir à performer. Parce que pour moi, la performance qu'on subit, elle peut pas être bonne. Donc c'est finalement permettre à chacun de trouver la zone dans laquelle il a plaisir à performer. Donc c'est plus une posture finalement qu'une fonction manager. C'est vraiment une posture d'écoute, de clarté, de responsabilisation aussi. C'est permettre finalement à chacun d'aller chercher, de comprendre qui il est, de quoi il a besoin pour performer de la meilleure des façons. Voilà ma définition. Oui, il y a un rôle de formateur, il y a un rôle d'accompagnateur dans tout ça. Et du coup, manager en télétravail, parce que ce rapport humain en face à face qu'on a quand le manager il est dans le même bureau que son équipe et inversement, on va dire que les liens de communication on les trouve assez facilement. Mais quand les personnes sont en télétravail, comment les animer, comment leur donner ce plaisir justement d'aller performer? Alors justement, c'est peut-être plus difficile de leur donner le plaisir, d'où l'intérêt de les responsabiliser pour les encourager à trouver eux-mêmes ce plaisir-là. C'est-à-dire, c'est aller chercher, alors au rythme de chaque individu. Il y en a certains qui vont avoir besoin d'être contactés tous les matins pour être sûrs qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, comment ils vont le faire, de quoi ils ont besoin pour le faire. Et il y en a d'autres, en fait, qui vont être très autonomes et qui n'auront pas besoin de ça parce qu'ils vont être motivés finalement assez naturellement. Donc aujourd'hui, le management à distance, c'est plus complexe, mais finalement, ça met juste en lumière, ça exacerbe un petit peu ce qui se passait dans le management avant. Donc si avant, il y avait un management un peu trop pesant, il va devenir très pesant en télétravail. Et s'il y avait un management très laxiste, en fait, tout va être exagéré à l'ère du télétravail parce que justement, il y a plus cette proximité de lien, de relation. Donc ça va exagérer un petit peu tout. Donc ce qui est important à distance, c'est vraiment pour un manager de clarifier les attentes et des objectifs, parce qu'en fait, on va pas voir à quelle heure que quelqu'un commence, à quelle heure qu'il finit. Mais en tout cas, de vraiment sur un management plus par objectif, ça va être plus facile. Et clarifier peut-être aussi, mettre en place des points humains à discrétion de chacun. Il y a des salariés qui vont avoir besoin de points, je l'ai dit tout à l'heure, quotidiens.
D'autres qui vont dire, bah voilà, moi, si je fais un point en début de semaine, un point en fin de semaine, ça me va bien. Et si j'ai une difficulté, je t'appelle. Donc là, c'est de garder ce lien en étant en contact, pas que par mail, s'il vous plaît, aussi par téléphone, en visio, ce qu'on veut, mais de garder quand même une vraie connexion. Mais du coup, là, à chaud, je réagis. Ce que tu annonces sur le rôle du manager est à la fois une attente de rendre très autonomes les équipes, à la fois d'être présent, ni trop, ni pas assez. Ça demande vachement de compétences. Est-ce qu'on n'en demande pas un peu trop aux managers aussi? Surtout parce que cette logique de distance qui met en exergue au final bah, les, les limites, hein, dans les communications, ah ben, waouh, être manager aujourd'hui, encore plus quand ces équipes sont à distance, c'est vachement de compétences. C'est beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, et de la part des équipes, et de la part, du coup, je suppose, de la direction de ces managers-là. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on demande beaucoup aux managers et moi, il y a quelque chose qui commence à vraiment qui m'interpelle, c'est qu'on demande aux managers de connaître mieux ses équipes que les équipes ne se connaissent elles-mêmes. Donc, je disais tout à l'heure, en fait, un manager, il doit s'adapter à chacun, mais c'est à chacun d'exprimer ses demandes. C'est-à-dire, c'est pas au manager Oui, de demander. Aujourd'hui, on veut former des managers à des méthodes DISC, enfin voilà, c'est les 4 couleurs, à des méthodes process comme modèle, à plein de tests de personnalité finalement pour que le manager sache ce dont le collaborateur a besoin. Et je pense que finalement aujourd'hui, donc un manager, il devient psy, il est stratège, il est coach, il est pompier parce qu'il va gérer toutes les urgences, il va gérer les urgences techniques. Et en fait, il est sur tous les fronts et il peut pas. Donc je pense qu'il y a déjà un premier sujet sur lequel on peut le délester, c'est lui apprendre effectivement à responsabiliser ses équipes et à ce que ses équipes fassent des demandes sur ce dont elles ont besoin pour être efficaces. Comme ça, il aura plus besoin de deviner. Parce que ça, c'est quelque chose vraiment qui... Alors, il y a des managers qui sont vraiment très doués là-dessus, c'est-à-dire qu'ils savent tout de suite, un tel, il parle comme ça, il fait ça, il a besoin de ça, c'est bon, je l'identifie. Mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas en fait à utiliser ces techniques. Donc c'est vraiment comment je vais responsabiliser, co-responsabiliser cette équipe et cette équipe, elle soit actrice de son propre bien-être, de sa propre performance et pas qu'on fasse tout porter sur le manager. Donc le manager, il devient animateur en fait et plus psy, stratège et je te dis tout comment je dois faire. oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est encore pire que ce que je pensais. Ces multitudes de capacités qu'il doit avoir, qu'il doit acquérir et surtout qu'il doit au quotidien mettre en action, on peut tomber dans des travers, on peut tomber dans des difficultés. On parle de micromanagement. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'on a tendance à tomber là-dedans? On a peur de ça? Alors le micromanagement, c'est effectivement, on en parle beaucoup. C'est assez fréquent. C'est vraiment un besoin de tout contrôler. C'est-à-dire, c'est d'être derrière chaque personne, de savoir à quel moment la personne fait quoi, à quel moment elle a pris son poste, et de vouloir vraiment avoir une maîtrise et un contrôle sur tout. Donc on va relire tous les mails avant envoi. On va peut-être demander à être en copie de tout. Et en fait, j'ai étudié un peu ces phénomènes-là. Et c'est vrai que j'ai été manager moi-même. Je ne sais pas si j'ai fait du micromanagement, mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, j'étais peut-être un peu toxique. Et en fait, ce que dit ce comportement, parce que c'est vraiment un comportement le problème, c'est pas la personne, c'est souvent ce manager qui fait du micromanagement, manque de confiance en lui ou en elle. Hein, enfin, là, ça peut être un homme ou une femme. Donc manque de confiance en soi, manque de confiance du coup en les autres. Il va y avoir beaucoup de peurs aussi derrière ça, des peurs de l'échec, parce que finalement, ce manager lui-même ou elle-même doit rendre des comptes encore derrière. Donc, si ça marche pas, donc finalement, c'est la peur qui va alimenter la relation, et on va chercher à tout verrouiller, tout protéger, plutôt que d'ouvrir et de laisser de l'espace et de laisser respirer ses collaborateurs. Et il y a vraiment ce besoin de tout maîtriser pour se rassurer et de faire à sa façon. Parce que sa façon, c'est ce qu'on connaît. Le cerveau, il aime bien ce qui est connu, ce qui le rassure. On revient voilà, à des phénomènes qui peuvent générer du stress quand on est dans l'inconnu. Et là, ce manager, finalement, plutôt que de faire confiance à l'autre et puis d'être ouvert sur des choses qui sont pas exactement comme il veut faire, il va vouloir tout surveiller. Donc, ça fait en télétravail, je vais aller regarder à quelle heure la personne s'est connectée. Et en fait, en plus, ça n'a aucun lien
avec la performance, en fait, avec les résultats attendus. Donc, c'est là un peu les travers du micromanagement. C'est que ce qu'on surveille, c'est absolument pas la qualité du travail fourni, c'est comment on le fait. Et en fait, c'est totalement contre-productif et ça met une pression folle aux collaborateurs. C'est ça. Et on en arrive à des personnes qui vont créer des comportements qui sont totalement toxiques pour leurs équipes, alors qu'ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Et en fait, on en arrive à des mauvais management parce que on a ces peurs-là et ces blocages. Tu parlais des personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui font ressortir ça c'est quelque chose qu'on voit partout et ça prend un impact encore plus important. Alors du coup, une équipe qui est bien managée, c'est quoi? C'est une équipe qui est autonome, c'est une équipe qui a confiance, c'est une équipe qui n'a pas besoin de manager. Ça existe, il y a de plus en plus. Alors moi j'aime beaucoup l'entreprise libérée. Il y a maintenant des organisations qui responsabilisent tellement les gens qu'effectivement il y a plus de manager. Maintenant un manager ça peut rester un repère pour un certain nombre de personnes. Donc il y a des personnes qui ont besoin d'un manager parce que c'est ce repère à la fois d'écoute, à la fois de soutien, peut-être aussi opérationnel. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup moins de besoins et qui vont fonctionner en autonomie. Donc une équipe qui fonctionne bien. Et c'est là toute la subtilité finalement du management, c'est de s'adapter, de demander à chaque personne de quoi j'ai besoin et de s'adapter à ça. Alors que le micromanager, en fait, lui, effectivement, comme tu le disais, il va d'abord rassurer ses peurs. En fait, il fait pas attention à l'impact qu'il a sur ses équipes, il va rassurer ses propres peurs. Et c'est là où moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui quand on parle de manager toxique. C'est pas la personne qui est toxique, c'est ses comportements. Ça c'est important de saisir cette nuance pour pas attaquer la personne dans ce qu'elle est. C'est dur au quotidien quand on a ce type de manager-là et qu'on en souffre quand on arrive au travail de pas cibler la personne. C'est humain. C'est humain. Mais voilà, c'est important de comprendre ça. Et moi, j'ai même des fois accompagné des salariés qui ont réussi à manager leur manager. Donc, c'est quoi manager son manager? C'est permettre à son manager de lâcher un petit peu justement cette pression-là, de se sentir rassuré. Et je pense que c'est là où c'est intéressant quand on est dans une équipe saine, c'est que tout le monde soutient tout le monde. C'est pas le manager qui porte les équipes, c'est que tout le monde se soutient. Le manager, c'est un leader, c'est-à-dire c'est lui qui porte la vision, c'est lui qui est garant finalement de l'atteinte des objectifs, du respect des valeurs aussi qu'on peut avoir dans l'entreprise. Mais je pense que c'est important que ce manager sache aussi créer avec son équipe cette complicité qui fait que des fois, c'est l'équipe qui va pouvoir soutenir ce manager parce qu'en fait, on est avant tout une équipe. Et il n'y a pas de qui porte plus que l'autre, on porte tous ensemble et on avance ensemble, quoi. Et là, on voit que c'est une bonne équipe quand ça fonctionne comme ça. Oui, et puis, alors, faut pas oublier une chose, et t'en parlais dans ta définition quand tu parlais du plaisir de la gestion d'équipe, mais pour amener aux performances. C'est le but quand même. On est dans des entreprises, par définition, qui doivent avoir une productivité. Et du coup, ce lien, à un moment donné, on l'oublie pas. Le manager, il y a un rapport hiérarchique. Il y a de la descente dans ces logiques aussi, parce que le manager a un objectif qui lui vient de plus haut ou il est le plus haut, stratégique, que ces équipes n'ont pas forcément. Et ça, c'est un de ces objectifs, d'aller faire comprendre à ces équipes quelle est la stratégie, comment la mettre en place. Et pour ça, il faut qu'il soit connecté avec son terrain. Il peut pas être tout seul de son côté en disant vous devez faire ça parce qu'on doit faire tant d'argent pour telle date. Il doit y avoir une connexion qui doit se faire au quotidien constamment entre l'opérationnel et la stratégie. Cette connexion, elle est indispensable. Et c'est lui, effectivement, finalement, le relais de la direction pour expliquer, pour faire passer les messages, pour apporter cette clarté aux équipes, pour avoir envie d'avancer. Alors en revanche, merci pour cette analogie à la pyramide et ça descend. Alors moi, j'ai une vision complètement différente de l'entreprise. Moi, je préfère la comparer à un arbre. Pourquoi? Je préfère voir un arbre qui pousse et puis qui fait des feuilles et des fruits que ce système justement pyramidal qui
pèse sur les gens. C'est-à-dire la pyramide, on a quelqu'un en haut, on a des équipes en bas, et entre le haut et en bas, enfin, le socle de la pyramide, il porte lourd quand même aussi. Alors que finalement, de voir l'entreprise comme un arbre et de dire finalement comment la direction, comment les managers portent un projet, encouragent les équipes à satisfaire les clients, parce qu'effectivement, la finalité d'une entreprise, ça reste la satisfaction du client pour générer de la marge, hein, parce qu'à un moment donné, c'est le nerf de la guerre. Et à un moment donné, tout ça, ça se finance pas tout seul. Mais ce manager, il est un peu voilà comme une branche qui va porter pour moi les feuilles, c'est ses collaborateurs, et lui, il est la branche qui va nourrir ses feuilles avec un cap clair, avec des ressources, avec des objectifs, et pour que ces feuilles elles puissent pousser, pour que chacun finalement puisse trouver plaisir à satisfaire le client. Mais c'est difficile d'avoir plaisir à satisfaire le client si c'est au détriment de nous-mêmes, en fait. Et aujourd'hui, c'est un peu ça la difficulté dans les entreprises, c'est-à-dire on dit faites comme ça, on néglige un petit peu le salarié et ses besoins au profit des besoins du client. Or, si on dit à un salarié, on va satisfaire tes besoins pour que tu satisfasses les besoins du client, là, ils adhèrent. Voilà, c'est ce que... Et alors, là, je continue ta liste. Tu disais ce que le manager va pour avoir. Ben, il y a les outils. Il va avoir des outils pour pouvoir faire correctement son travail ou pas. Hein. On sait que, alors, dans tous les outils qui sont dans l'entreprise, bon, évidemment, maintenant, les entreprises sont informatisées, hein, évidemment, hein, et on est même à l'ère du 2 voire du 3.0 de la digitalisation dans les entreprises. Ces outils-là, il faut qu'ils l'aident lui, mais pas qu'il l'aide à fliquer, pas qu'il l'aide à brider. Il faut qu'il l'aide à fluidifier les, les, les objectifs pour les salariés. C'est vrai que les outils, on les met souvent en place pour les mauvaises raisons. Euh, c'est comment on va s'y prendre pour pour optimiser la performance, mais en fait on voit pas le plaisir derrière la performance. Donc en fait on va mettre en place des outils qui sont hyper contraignants. Moi je dis qu'ils sclérosent un peu les organisations s'ils sont mal utilisés. L'outil, il doit être au service d'une organisation fluide et performante. Donc si l'outil il crée une contrainte supplémentaire pour le salarié, ça va pas fonctionner. Et si aujourd'hui on met des outils qui mesurent des temps de travail des pointeuses, enfin voilà, je vais parler d'un truc bête, mais qui existe encore dans beaucoup d'entreprises. Si c'est juste pour vérifier les horaires de travail, on se retrouve avec quelqu'un qui est à moins quart devant la pointeuse et qui attend qu'il soit l'heure pour pointer. Donc ça crée pas du tout la performance, on le voit bien. Et aujourd'hui, tous les outils qu'on peut mettre en place, ils ne seront utiles que si qu'ils s'y sont mis en place pour favoriser cette performance et favoriser le bien-être individuel et la communication entre les équipes. Pour avoir une information commune, encore une fois, parce que quand chacun a une info différente, à un moment donné, on ne sait plus qui dit vrai, donc il y a du flou, et le flou, ça crée du stress, ça crée de l'incompréhension. Donc il y a besoin, à travers ces outils-là, de comment je rends l'information claire, comment je partage une information, comment j'évite peut-être à travers ces outils de devoir faire appel à un tel et je suis plus autonome parce que je vais retrouver un document facilement ou parce que je sais où chacun en est. Il y a des outils aujourd'hui de gestion de projet qui permettent de savoir où on en est du projet, qui a fait quoi, quelle est la prochaine étape. Il y a des rappels. Et tous ces rappels, finalement, c'est aussi une sécurité qui apporte de la fluidité, qui vont permettre de savoir qui vont permettre à chacun de savoir ce qu'il a à faire à quel moment et, euh, et où en sont les autres de l'équipe par rapport à ce projet-là. Donc oui, ces outils ils sont bons. Attention à ce qu'ils soient vraiment au service de l'homme et que l'homme ne devienne pas l'esclave de ces outils. Très bien. Donc pour conclure, un manager, c'est une personne qui est heureuse avant tout. C'est une personne qui réussit à communiquer, à clarifier, à rendre autonome aussi, parce que le manager, c'est pas lui qui tient tout, mais c'est lui qui est garant. Et du coup, c'est quelqu'un qui va être capable aussi de pouvoir avancer
avec l'entreprise, avec les salariés et avec lui-même? C'est une bonne question. Oui, le manager, il est tout ça à la fois. Alors, est-ce il doit être heureux? Je pense que ça reste un être humain avant tout. Donc, on a tous des hauts, des bas. En revanche, c'est vrai que c'est important qu'un manager se sente bien à sa place, qu'il se sente en confiance déjà avec lui ou elle-même et avec cette équipe pour porter cette équipe. Pour moi, un manager, c'est aussi un leader, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est embarqué et qui donne envie qu'on le soutienne. Parce que finalement, pourquoi certains managers sont en difficulté? C'est-à-dire qu'ils portent leur équipe comme un boulet, mais parce qu'en fait, ils donnent pas envie qu'on les soutienne. Alors que je connais certains managers, ils ont un tel élan, ils ont une telle écoute, ils ont une telle attention envers l'équipe que finalement, ils ont le soutien inconditionnel de l'équipe. Et là, ça devient plus léger pour tout le monde. Donc, oui, il y a des solutions pour ça, mais ça vient beaucoup de soi. Et comme dit, je sais de quoi je parle. J'ai été une manager un peu souffrante. Et, Et qui peut-être a fait un peu souffrir. aussi, non, mais faut savoir le dire On aussi, le c'est disait, important c'est et pas la personne, c'est les comportements de la personne. c'est ça. Et Et ça, c'est puis, important. il y avait vraiment des processus inconscients qui m'ont fait être tel que j'étais. J'en avais pas du tout conscience à l'époque et maintenant que j'ai compris ça, je me dis, oh ben mince, j'ai fait des erreurs. Et ça se travaille, ça se rectifie. Encore faut-il avoir envie de se sentir mieux dans sa posture de leader, de manager et de se sentir mieux avec son équipe. Déjà, l'intention, en fait, est très importante. Donc, c'est un point de départ indispensable. Ouais, ouais. Oui, alors, tu, oui, tu dis que tu étais une manager plus ou moins qualifiée, tu le dis toi-même, tu t'autocritiques. Comment t'en es arrivé là, aujourd'hui, à avoir pris ce recul et pris le temps de réfléchir et surtout de partager les bonnes pratiques, entre guillemets, dans l'entreprise? Alors ce parcours, il date depuis déjà quelques années, hein, parce que j'étais manager il y a maintenant, c'était il y a plus de 10 ans, et j'étais en fait très en souffrance dans mon travail et très fatiguée. Ma relation à mon équipe était pas bonne, alors qu'en fait j'adorais mon équipe et puis je trouvais qu'elle était bourrée de potentiel, mais j'avais l'impression que c'était mon équipe qui se sabotait, alors que c'était moi qui la sabotais. Et en fait, ce chemin, je l'ai fait déjà par rapport à moi. C'est-à-dire, c'est comment moi, je retrouve davantage de plaisir à être qui je suis déjà, et puis à mieux me comprendre pour mieux comprendre les autres. Mais j'ai dû passer cette étape de mieux me comprendre, de retrouver ma confiance pour pouvoir finalement donner ma confiance aux autres et puis accepter l'autre aussi tel qu'il est, à m'adapter et à entendre l'autre dans ses besoins, dans ses limites. Mais c'est tout un processus, mais qui commence par soi. Et ça, on n'a pas le choix parce que souvent, en fait, je vois dans les entreprises, on veut faire bouger les équipes, on veut faire bouger les autres, mais en fait, je regrette, c'est comme ça, mais je pense que c'est important de commencer par soi et d'avoir réellement envie de se sentir bien dans sa posture, de se sentir bien dans son boulot et de s'épanouir parce que comme dit, comment on peut épanouir une équipe quand on n'est pas bien soi-même? Donc aujourd'hui, voilà, j'ai trouvé les clés pour tout ça et c'est ce qui m'a donné envie de les partager et puis c'est mon métier donc c'est cool. On va conclure sur ça. L'intention, c'est une belle chose. C'est tout ce qui amène la suite. Pour la vision claire, pour les bonnes utilisations d'outils et pour plus facilement déléguer et manager. Sylvaine, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à vous et à très bientôt et merci encore Sylvaine. Merci, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer.